sais, dans le fond, l'IA, c'est un des moyens très puissants pour augmenter la productivité. Puis faire en sorte que les humains vont aller refaire les tâches à valeur ajoutée, créatives, relationnelles et autres. Puis toutes les tâches à non-valeur ajoutée, mais si on peut les automatiser, tant mieux. L'IA, c'est un des moyens, puis c'est même plus une vague, comme on disait dans le 4.0. C'est un tsunami qui s'en vient. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit un invité avec qui on va échanger sur la productivité en milieu manufacturier. Les temps changent, ça bouge vite en 2026. Pas besoin de le dire à tout le monde. Je pense que tout le monde est au courant. L'aspect technologique, ça fait très longtemps qu'on parle de transformation numérique. Justement, l'invité me disait que ça fait 15 ans qu'il en parle. On a dépassé ça, donc on accueille aujourd'hui Nicolas Quintin de chez GLM Conseil, mais aussi de la Chaise Bleue, podcast confrère. Ouais. Nicolas, bienvenue. Ben, merci Simon. Merci d'être là. Écoute, peut-être nous présenter un peu... les deux, la Chaise Bleue puis GLM, là, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi votre mission, tout ça, avant qu'on aborde notre sujet d'aujourd'hui? Ben, merci pour l'opportunité, Simon. C'était un plaisir de te recevoir aussi sur la Chaise Bleue. Oui, on s'échange la balle. J'adore ça, aller me promener de même. Le plus important, je vais te présenter GLM rapidement. GLM, c'est une firme conseil en productivité d'entreprise. On va y revenir. Notre mission d'entreprise, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise pour augmenter la productivité. Puis je vais donner plus de détails plus tard, mais ça passe souvent par 3 grands milestones. Un, ce qu'on offre, c'est tout le service en excellence opérationnelle. Oui. Fait qu'avoir notre gestionnaire sur le plancher de production qui est au cœur de la productivité, c'est lui notre leader qui donne le tempo, qui prend les décisions, qui coach les gens, puis fait que tout ce qui est les outils du Lean, les systèmes de gestion, améliorer les processus, valider les communications sur le plancher de production, se créer une organisation où est-ce que les humains sont bien orchestrés les uns avec les autres. Mm-hmm. Rôles et responsabilités bien définis, processus d'affaires bien définis, mesurés, contrôlés. L'excellence opérationnelle, c'est ça. Fait que tous les outils du Toyota Way aussi, on va les rentrer là-dedans. Deuxième chose qu'on fait, une fois qu'on a une entreprise qui roule rondement au niveau humain et processus, c'est là, puis j'aime ça le dire souvent, c'est PPT, People, Process, and then Technology à la fin. Fait qu'on travaille humain, processus, et par la suite, c'est là qu'on rentre dans des plans numériques. Basé sur une stratégie d'affaires, des orientations stratégiques que l'entreprise peut avoir. C'est soit que mes clients me disent « OK, moi, je suis en croissance. Je viens d'acheter une entreprise, Nick, là, puis j'ai des ratios à respecter avec le banquier, puis j'ai un plan de croissance pour valoriser les actions de l'entreprise. » Fait que c'est sûr que tu es en mode croissance, tu es en mode maintien, ou est-ce que ça a vraiment augmenté les ventes, puis il faut que tu fasses les choses autrement. Parce que là, nos process, il y a des balles qui drop, puis je dépends beaucoup des humains pour rouler l'entreprise. Fait qu'il faut que j'améliore. Absolument, je le vois souvent. Ouais. Fait qu'on veut juste maintenir le chiffre d'affaires, augmenter notre culture numérique à l'interne, puis augmenter notre BAYA ultimement pour réduire la non-valeur ajoutée. C'est soit qu'on est en mode fusion-acquisition d'entreprise, ou je rencontre des gens qui sont en mode je vends la business ou relève. Fait que dans Transfo numérique, c'est super important de comprendre c'est quoi l'intention stratégique des actionnaires principaux en partant, puis par la suite de faire un plan qui va adresser ça sur la prochaine ou les 2 prochaines années. Okay. Puis des accompagner par la suite dans sélection de logiciels, mais surtout dans l'exécution. Je pense que là où il se crée de la valeur, c'est pas de faire un plan qui des fois récolte la poussière. Ouais. Ça, on le voit souvent. Notre grosse force, je pense, c'est d'accompagner les entreprises dans l'exécution du plan. Autant au niveau gestion de changement, gestion de projet, donner les formations, puis être présent avec le client lors des rencontres pour intégrer différentes technologies. Fait qu'on aide l'entreprise à devenir ce qu'on va appeler data-centric un peu. Oui. Avec la transfo numérique, c'est crée-toi un écosystème applicatif où est-ce que chacun de ces applications-là va être bien connecté entre elles pour que l'entreprise ait une stratégie de collecte de données, puis qu'ultimement, on les valorise en information pour que les décisions day-to-day soient prises sur des informations qui sont poussées à la bonne personne au bon moment, qui a les bons pouvoirs dans l'entreprise pour prendre des décisions. Donner plus de contrôle ultimement aux dirigeants. Exact. Décentraliser le pouvoir un peu, je le vois des fois. Il faut mettre des équipes de direction en place qui sont bien outillées puis qui peuvent prendre des décisions au day-to-day. Il ne faut pas que ça remonte aux têtes dirigeantes tout le temps, les décisions du day-to-day. Puis notre 3e programme qu'on offre, c'est en intelligence artificielle. Puis c'est comme une couche
une fois que tu as une belle stratégie d'acquisition de données qui est valorisée, c'est pouvoir l'interpréter beaucoup plus rapidement, créer encore plus de vélocité rapide, puis surtout automatiser des tâches maintenant qui sont à non-valeur ajoutée. Tu sais, je le dis, Simon, dans une des conférences qu'on donne, c'est que depuis toujours, si je repars de notre premier programme en excellence opérationnelle, un des termes qui est super important dans le Lean, c'est les muda. Les muda en japonais, c'est les sources de gaspillage. Puis avec l'intelligence artificielle, ce qui arrive maintenant, c'est qu'il y a des nouvelles sources de gaspillage qui n'existaient pas avant, mettons, 2022, quand c'est sorti de la boîte de Pandore, le ChatGPT. Puis maintenant, les nouvelles tâches qui sont considérées comme des muda, qui se doivent être adressées, c'est beaucoup des tâches cognitives en entreprise, que les humains ont fait depuis toujours, comme analyser du data à perpétuité, de rechercher de l'information, de retranscrire puis de réécrire des milliers de courriels similaires par jour pour faire des comptes recevables, peu importe. Fait qu'au niveau back-office, il y a beaucoup de tâches qui maintenant sont considérées à non-valeur ajoutée. Fait que c'est ça qu'on va aller adresser avec notre programme en intelligence artificielle. Fait qu'on fait essentiellement 3 choses. Une des choses les plus importantes, c'est de donner une formation à l'ensemble des gens. Créer un langage commun puis rendre ça accessible aux gens. 2, on fait des feuilles de route en intelligence artificielle pour pouvoir targeter les bons projets. Tu sais, moi, je suis tanné des fois, Simon, des gens qui me disent on est en mode exploration en IA. Puis ça fait 1 an qu'on a ouvert des licences de ChatGPT, puis on dit aux gens, ben amusez-vous. Puis faites de l'exploration avec ça un peu, puis on se rend compte que ça n'a pas généré de valeur souvent. Il n'y a pas de guideline, il y a juste la dépense comme telle. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Tu améliores juste ce que tu mesures, fait qu'il faut donner certains objectifs puis donner certains projets. C'est correct d'être en exploration, mais maintenant, je pense que ça prend des projets d'entreprise structurants, puis d'intégrer l'IA au cœur des processus d'affaires, c'est important. Fait qu'une feuille de route, c'est ce que ça va apporter. C'est de travailler sur les bons projets. Puis une fois que ça c'est fait, tu sais, dans nos feuilles de route, dernier point qu'on fait, c'est il y a 2 types d'IA dans les entreprises manufacturières. Il y a tout ce qui est la gestion de la connaissance, beaucoup bureaux. Ça, les LLM sont rendus extrêmement performants. Puis il y a tout ce qui est l'IA industrielle, qui est la jonction souvent du monde physique avec l'IA. Où est-ce qu'il y a des projets pour sauver de l'énergie, des projets pour augmenter la productivité puis la production. Des projets au niveau inspection de qualité, inventaire aussi. Des projets au niveau jumeaux numériques. Fait que tout ce qui est les capteurs dans l'usine, les connecter avec de l'IA pour automatiser. Oui, la connexion IA-machine. Oui, exactement. Ça, c'est un des points qu'on va le scoper, mais on va travailler avec des partenaires pour livrer ça. Mais là, depuis tantôt, tu parles de contexte d'affaires précis. Je pense que vous agissez surtout en manufacturier, là, tout ce qui est volet industriel. Exact. Vous vous spécialisez vraiment de ce côté-là. Là. Moi, je nous vois comme une firme à la base de génie industriel avec une saveur numérique. OK. Que ben, vous ne traitez pas avec des entreprises de services nécessairement? Ou, un peu. Un petit peu? Oui, mais 80% manufacturier, je te dirais. OK. Puis parle-moi donc un petit peu de pourquoi la chaise bleue là-dedans, tout ça, tu avais trop de temps? Ou? La chaise bleue, dans le fond, là, c'est... tu sais, dans la vie, c'est pas toujours ce que tu connais, mais qui tu connais aussi qui peut être important dans la consultation. Tu sais, c'est un peu notre travail de faire une veille de marché pour nos clients. Puis un des concepts qu'on enseigne aux superviseurs d'une usine qui est d'aller faire un Gemba Walk. Ça dit va là où l'action se passe. Puis tu sais, va valoriser tes écarts de production. Puis quand tu es superviseur d'une usine, reste pas dans le bureau. Va sur le plancher, puis va jouer ton rôle de leader là-bas. Fait qu'on s'est dit... faut nous autres aussi aller sur là où l'action se passe, qui est des trade shows pour faire nos veilles technologiques. Puis en transfo numérique, une des choses qui est hyper importante, c'est, tu sais, une belle phrase d'Henry Ford, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je disais ça avant, c'est, il avait dit Henry Ford, tu sais, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils veulent, il m'aurait dit des chevaux plus rapides. Fait que, en transfo numérique, l'erreur que je vois des fois, c'est d'aller numériser ce qu'on fait depuis toujours. Souvent, c'est la plus belle opportunité de faire les choses autrement avec les outils d'aujourd'hui pour créer plus de valeur pour le client. Fait qu'on s'est dit, tant qu'aller dans un trade show puis de prendre un kiosque 10 par 10, mettre un bol à bonbons comme on fait depuis toujours puis s'habiller propre, on va acheter du gear numérique d'aujourd'hui. Fait qu'un kit de podcast, puis les rencontres qu'on va faire à valeur ajoutée, ben on va les enregistrer puis on va les rediffuser pour faire notre veille technologique au lieu que je revienne one-on-one avec mes clients puis dire « OK, j'ai rencontré telle compagnie, ils sont vraiment spécialisés au niveau PLM, ils vont faire ça pour toi. » Ben, on les a en podcast puis on peut les relâcher à l'ensemble des gens qui nous suivent dans le fond.
Puis jusqu'à maintenant, ça a-tu des bonnes retombées pour vous? Ça a des bonnes retombées, Ouais. pour vrai, ouais. Je suis vraiment fier. Puis tu sais, on a 4 valeurs chez GLM, c'est passion, révolution, transparence, puis communauté. Fait que tu sais, ça répond à notre valeur de la communauté. Puis ça arrive des fois que je rentre dans une usine quelque part, puis ils me le disent, hey, on a écouté tel épisode. Puis ça, tu sais, ça nous a influencé sur tel point. Fait que je trouve ça génial. Puis ceux qui me disent ça, mais je lui dis, ben, le prochain épisode va être avec toi. Fait que je te mets au défi de revenir, prochain trade show, puis viens t'asseoir, puis c'est comme un partage des meilleures pratiques d'affaires. Tu sais, c'était quoi les projets, les leçons apprises, les erreurs que vous avez faites. Tu sais, un beau signe d'intelligence, souvent, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Là. Quand tu peux aller faire ça au lieu de les commettre toutes toi-même, c'est un petit peu ça l'intention du podcast aussi, de faire un partage, puis c'est sûr de travailler aussi chez nos clients, mais indirectement. Justement, vous vous promenez pas mal avec le podcast, puis on parlait off-mic que tu arrives d'Allemagne récemment. Exact. Puis je pense que tu as... On parlait aussi du monde de la productivité. Je pense on recevait il n'y a pas longtemps Québec Tech qui parlait de la position du Québec au niveau de la... Avec Richard, dans le fond. Oui, Richard Chénier, au niveau de la productivité par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE où on était en queue de peloton pas mal. Ce que tu observes en ce moment de la position du Québec/Canada au niveau productivité, qu'est-ce que tu vois? Pas juste pour nous faire peur, non, pour nous parler des opportunités aussi, mais c'est quoi ta lecture? Parce que je pense qu'à se promener aussi, tant en Europe qu'en Asie, il y a des choses que tu remarques, là. Il y a des tendances que tu observes. C'est quoi ta lecture à toi par rapport à ça? Je nous vois comme des gens... tu sais, il y en a pendant longtemps qui ont parlé société des loisirs un petit peu. Je pense que si on se compare avec les Américains, des fois, ils aiment ça travailler, eux autres. Vraiment. Je dis pas qu'on n'aime pas travailler ici nécessairement, mais dans leur culture, tu le regardes juste, une femme enceinte, elle retourne au travail après, 5 semaines environ. Puis je dis pas qu'il faut qu'on fasse ça, vraiment pas, mais ça fait en sorte qu'ils mettent beaucoup d'heures aussi au travail. C'est des gens qui ont, ailleurs dans le monde aussi, je vois qu'ils ont adopté plus certaines technologies. Puis, tu sais, à l'heure actuelle, tu sais, comme Richard disait, 37e pays au niveau de l'OCDE, ce qui est capoté, tu sais, une des premières choses, il faut définir une mesure commune de comment on mesure ça, la productivité. C'est une des choses qui est plus difficile parce que la productivité pour une entreprise et pour une autre, ça va être différent. Fait qu'une des mesures communes qui est très holistique, que certains économistes s'entendent, c'est combien de dollars est-ce que je réussis à facturer à mon client versus une heure de travail que je paye à des employés. Puis, à l'heure actuelle, je voyais certaines statistiques qu'au Québec, c'est environ 57 $. En Ontario, pour chaque heure payée un employé, c'est 58 et quelques. Puis, si on va voir aux États-Unis, c'est 20 à 30% plus élevé. Fait que c'est capoté. Ça veut dire que chaque heure travaillée ici génère moins de valeur, de richesse pour l'économie. Puis, c'est un des points centraux. Malgré qu'ils en font plus. Malgré qu'ils en font en plus, fait qu'ils en font encore plus, puis ça génère encore plus de valeur. Tu sais, si je compare avec l'Allemagne, tu sais, en 2017, on parlait beaucoup d'industrie 4.0. On parle de transfo numérique depuis longtemps, là, on parle d'IA beaucoup, mais en Allemagne, l'industrie 4.0, c'était pas juste une intention, c'était une politique industrielle supportée par l'État. C'est comme si je me dis, au niveau canadien, au niveau Québec, il faut qu'il y ait une réelle stratégie pour augmenter cette productivité-là parce qu'on est en queue de peloton, puis c'est là qu'il faut mieux utiliser nos ressources humaines, matérielles, financières. Fait que ça, on n'en fait pas la meilleure utilisation possible. Fait que oui, on a des gains à aller chercher là, assurément. Puis tu faisais une lecture aussi du paysage, tu sais, je pense démographique aussi là, au Québec qui joue un peu peut-être contre nous d'une certaine façon là, au niveau manufacturier. Absolument. Puis tu sais, c'est drôle, hier, j'ai passé ma journée avec Alliance Métal Québec. C'était leur journée Transal et tout à Joliette, au Château Joliette. Puis tout de suite après, je me suis dirigé dans un 5 à 7 où est-ce que c'était monsieur Louis Duhamel, dans le fond, qui a fait la tournée Productivité Québec. Il a fait la grande tournée des régions pour aller voir c'est quoi le niveau de productivité, c'est quoi l'unité de mesure commune, puis c'est quoi les recommandations qu'il faudrait donner au gouvernement.
dans le fond, à ce niveau-là. Puis en fin de journée, j'écoutais la game du Canadien. J'ai fait la première période. Tu l'as écouté au complet? Pas au complet. Cette année, je suis parti du bar après la fin, mi de la deuxième. Il fallait que je retourne sur la rive sud de Montréal. Mais j'avais une discussion super intéressante avec M. Michel Rioux, qui est professeur ETS. C'était un de nos mentors chez GLM pendant un petit bout aussi. Là. J'adore Michel. Puis on avait la discussion. Puis il me disait, tu sais, Nick, dans le fond, il y a... Au Québec, une des choses qui est particulière, c'est qu'il y a beaucoup de petites PME. Ouais. Le marché est extrêmement fragmenté. Fait que des fois, pour aller augmenter ta productivité, quand tes ressources internes sont limitées, puis que tu as 30-40 personnes, puis tu as beaucoup de gens qui ont 2-3 chapeaux, puis il faut que tu sois bon dans plein de différentes choses, c'est comme si pour augmenter la productivité dans un contexte qui a beaucoup de ventes et de rachats d'entreprises, on le dit, il manque d'acheteurs là, pour les entreprises, il y a beaucoup de gens qui veulent tomber à la retraite, vendre, mais c'est comme si les gens, pour augmenter la productivité dans notre contexte économique, devraient non pas acheter une business, mais prévoir sur un certain temps, en acheter 1, 2, puis 3, de les consolider, d'aller faire des économies d'échelle et d'augmenter la productivité de 3 entreprises fusionnées ensemble. Fait que ça il y a peut-être une opportunité avec, là. Des marchés hors Québec où les tailles d'entreprise sont en général plus grosses. Absolument, ben oui. Tu vas en Allemagne, il y en a pas beaucoup de petites entreprises versus les gros. Ouais. Même chose en France aussi, en Allemagne, on parle des Siemens, des Volkswagen, qui sont des géants énormes, mais les autres en dessous aussi, c'est d'autres géants d'entreprises. C'est moins fragmenté, dans le fond, comme marché. C'est sûr que c'est un marché Inc. plus mature, là, donc ça va de soi. Ça a donné des opportunités de partir à certaines personnes, à nos entrepreneurs. Mais absolument. Ça va. Mais ce que je veux dire, c'est inciter les gens à y penser, dans le fond, à pas en acheter une business, mais à en acheter 2 puis 3. Puis des consolider ensemble. Là, moi, cette idée-là, hier, elle résonnait solidement avec Michel. Bon, là, on est à 30 000 pieds. On va descendre un peu. Tu sais, on parle beaucoup... on parle en ce moment tendance, évidemment, IA. Oui. On voit, moi, je constate aussi pas mal de paralysie, d'une certaine façon, conscientisation, mais un peu figé dans le sens que ce que je fais avec ça. On parle évidemment de productivité. Tu sais, dans le secteur manufacturier... T'en as parlé des étapes. Je pense que ça donne le pathway de qu'est-ce qui est important d'avoir 1, 2, 3. Comment vous travaillez. Mais quand tu appliques ça, tu as des conseils aux gens qui se disent « Ouais, je fais-tu vraiment le move? Je vais-tu vraiment vers ça? Ça me donne quoi de faire ça? Tu me parlais tantôt d'un move assez audacieux là, d'aller te faire peur. Oui, exact. Ça, j'adore ça. En fait, l'IA, on peut pas se poser la question si on y va ou pas. Non. C'est un incontournable. Puis, ce qui arrive, c'est... On le voit pas nécessairement, mais en Asie, ils ont 5 ans d'avance sur nous. Puis, ça change l'humanité là-bas, au day-to-day, là. T'sais, on est dans un monde où est-ce que c'est des drones. Je regardais je veux aller visiter Shenzhen, je l'ai pas fait en passant. J'ai écouté un super documentaire français qui parlait de la ville qui était comme bâtie au travers cette optimisation-là des ressources. Ouais. Dans le fond, l'IA, c'est un des moyens très puissants pour augmenter la productivité. Puis faire en sorte que les humains vont aller refaire les tâches à valeur ajoutée, créatives, relationnelles et autres. Puis toutes les tâches à non-valeur ajoutée, mais si on peut les automatiser, tant mieux. Fait que, tu sais, l'IA, c'est un des moyens, puis c'est même plus une vague, comme on disait dans le 4.0. C'est un tsunami qui s'en vient. Puis qui est là. Puis ce qui est capoté, c'est que ça donne des moyens extrêmement puissants à de petites entreprises pour qu'ils aillent compétitionner des géants qui sont établis. Fait que ça, les gens qui sont dans des entreprises, des fois établies un peu, puis qu'on a la mentalité, ben si c'est pas brisé, je le réparerai pas. C'est pourquoi est-ce que j'irais m'y intéresser à le faire? Mais tu sais, je le vois arriver qu'il va y avoir des avantages compétitifs aux gens qui, seulement au niveau back-office, se sont mis à se poser la question, entre autres, quand il y a un employé qui part, quelles sont les tâches que je pourrais automatiser avec l'IA de cette personne-là, au lieu de la remplacer tout de suite? Comment est-ce que je peux passer de 5 personnes qui font des tâches répétitives, en prendre 4, puis leur dire, parlez avec mes clients. Allez voir, développer, créez-moi une nouvelle campagne marketing, mettons, avec B2B, allez propulser mon entreprise ailleurs. Ben, c'est sûr que
au niveau des coûts des marchandises vendues, ça va drôlement diminuer. Ceux qui vont utiliser l'IA, c'est juste au niveau back-office qu'il faut viser, des fois, c'est des 30 à 40% de gains en productivité. C'est pas comme en transfo numérique qu'on visait des fois du 10-15%, puis que c'était long, fastidieux, puis un projet d'intégration de ERP peut durer 1 an. Ça peut être très complexe. Où est-ce que les chances de succès sont à peu près de 30%, ceux qui réussissent vraiment dans les objectifs d'affaires, dans le temps imparti, puis dans les budgets. Fait que je pense que l'IA, c'est un tsunami, on ne peut même plus se poser la question si on y va ou pas. Puis la question maintenant, c'est, OK, si c'est un no-brainer, il faut y aller, par où je commence? Ouais. Ça, c'est la grande question qu'il y a plein de monde qui me pose comme question. Par où je commence? J'ai pris une licence de Claude par-ci, j'ai fait des tests là, mais après, comment est-ce que je cadre ça dans mon organisation? Puis ce que je dis maintenant, puis j'ai entendu cette phrase-là d'un podcast que j'adore, puis je vais le nommer, là, c'est Using AI at Work. Ouais. Que je sais pas si tu l'écoutes des fois à l'occasion, Simon. Ça en est un, Ça en est un de ceux que ben moi, tu sais. J'en écoute beaucoup au niveau vente et marketing aussi. J'imagine. C'est notre dada, là, mais ouais. Mais il y a quelqu'un qui est passé récemment, puis je me rappelle pas du nom de la personne, là, puis tu sais, il a dit les bonnes entreprises qui ont une stratégie en IA n'achèteront pas un agent. Ils vont engager un agent. Fait que c'est comme si tu engageais une nouvelle ressource humaine dans ton entreprise. C'est le même contexte que tu dois voir rôle et responsabilité, à quel moment est-ce qu'il intervient dans le processus. Il faut que tu y fasses un contrôle qualité sur ce qu'il fait. Il faut que tu l'encadres comme un gestionnaire va aller encadrer son employé, par exemple. Fait que c'est une autre mentalité. C'est pas de dire, tu peux pas acheter cette technologie-là. Il faut que tu l'engages dans ton entreprise puis que tu revoies ton mode de fonctionnement puis ton organisation avec ces nouvelles technologies-là. Ouais, c'est une bonne vision, effectivement. C'est un peu comme on en développe ici à l'interne, des micro-agents, puis on développe des agents plus structurants là, qui demandent un peu de dev là, avec une firme externe. Puis oui, je pense que le travail à faire, c'est un peu de... Tu sais, comme lorsque tu vas embaucher quelqu'un, je veux dire, il faut que tu définisses ses rôles, responsabilités. Tu te dis, OK, cette personne-là va faire quoi? Tu sais, elle va se rapporter à qui? Tu lui donnes une rétroaction. Oui, des rétroactions. Atteint les objectifs ou pas? Il faut que tu t'améliores sur quoi? Période de training, d'approbation. Tu sais, je pense que c'est vrai, c'est un bon parallèle à faire parce que le travail à faire avant de travailler avec une firme externe, entre autres, c'est beaucoup ça. Tu sais. Il y en a qui vont l'offrir de venir aider à structurer ça. Mais il y a moyen de le faire nous-mêmes aussi. Là. Donc, une bonne partie. Quand tu le penses comme tu viens de dire, ça devient pas si compliqué de dire je vais circonscrire le rôle de c'est comme une nouvelle job, quasiment, dans le fond. Tu sais, moi, il y a plein de monde qui ont cette vision-là, mais dans le futur, tout poste en entreprise va avoir un collègue de travail. Qu'il y en a qui vont donner des noms. Tu sais, on va l'appeler Paul, par exemple. Ça pourrait être mon agent. Ou est-ce que Paul, il est là, puis il a un doctorat dans à peu près 50 disciplines. Il travaille 24/7, il n'est jamais malade. Puis le lundi matin, quand j'arrive travailler, je pourrais dire, Paul, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ben, il me dit, fin de la semaine dernière, Nick, oublie pas, là, il y a telle soumission que tu n'as pas complétée, puis il faut que tu rappelles ce client-là ou ce partenaire d'affaires-là pour revalider la stratégie à telle place. Si tu veux, je pourrais te prendre le rendez-vous tout de suite parce que dans ton agenda, c'est mardi qui serait l'idéal. Tu veux que je prenne un rendez-vous? Ouais, envoie un courriel, demande de rendez-vous. Fait que tout le speech to text, puis ces tâches-là cognitives qui sont devenues des non-valeurs ajoutées, on va tout en avoir un agent ou deux qui vont nous aider à gérer notre temps puis l'optimiser, c'est certain. Puis ce qui est fou, c'est ça prend pas tant de temps que ça avant de le mettre. Non, effectivement. Il y a des petits agents, il y a des micro-agents qui se développent avec des outils qui sont disponibles là. D'ailleurs, je sors du sujet un peu, mais en développez-vous, Alain? J'imagine que vous en avez développé pour merci de le demander. Absolument, vos opérations. Tout ce qui est les agents de gestion de connaissances, bureaux, que ça soit au niveau des ventes, les achats, les gestions de la paye, ces choses-là, ça, oui, on développe les agents avec n'importe quel outil. Dans le fond, on a fait le choix chez GLM d'être 100% agnostique. On ne vend pas un produit, il n'y a pas de licence qu'on vend. Ce que je vends, c'est un transfert de compétences. Je dis aux clients que c'est comme quand tu intègres un logiciel ERP, il faut que tu aies un champion à l'interne. Quelqu'un qui est le point de référence que si on a un problème, je le sais, j'appelle Simon. C'est lui qui est la personne qui connaît le ERP. Puis Simon, il n'a pas de réponse, il va appeler l'intégrateur pour revenir. C'est la même chose avec l'IA en entreprise.
je pense que chaque business doit avoir un champion au niveau des agents IA qui a la connaissance des développer, mais surtout des entretenir puis de supporter ses collègues de travail. Fait que ma job chez GLM, c'est pas de vendre un outil, un abonnement, une technologie comme telle, c'est de vendre un transfert de compétences où est-ce que, première chose qu'on fait, c'est une formation. 4 heures. On fait le 101 pour dire, voici comment prompter, voici c'est quoi le black hat prompting aussi, c'est quoi les limitations d'un agent. Tu sais, souvent un agent de 3 grands problèmes avec, c'est 1, il va se mettre à halluciner. 2, tu lui poses 5 fois la même question. S'il n'est pas bien entraîné, tu vas avoir 5 réponses différentes. Tu sais, être conséquent d'une fois à l'autre, il faut en être conscient. Puis des fois, les causes à effet, ça peut être dur de faire tous ces liens-là. Fait que d'enseigner ça aux gens, à quel moment est-ce que l'IA hallucine, pour pas avoir des choses capotées d'un processus d'affaires, d'enseigner aux gens, c'est quoi une gestion de base de données? C'est quoi le RAG puis la vectorisation des données? C'est pas une boîte noire magique, là, les réseaux de neurones un petit peu qui ont été imaginés, puis finalement, mais ça ressemble à ça. Faut que les gens le comprennent. Ça fait partie de la culture numérique. Puis comment créer un agent, on l'enseigne. Puis des fois, après 4 heures, puis un autre 2 heures, les gens sont partis. Puis ils peuvent créer leur propre agent de manière contrôlée dans l'entreprise, là, c'est sûr. Fait que moi, je veux qu'une personne chez mon client soit la personne qui va les créer, que moi, je deviens son SWAT team par la suite. Fait que c'est un petit peu le modèle qu'on a pris, dans le fond, de transfert de compétences vers nos clients. Fait qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel comme tel. C'est des projets. Fait que formation, feuille de route, puis par la suite, on livre 1 ou 2 premiers agents. Certains clients vont nous dire, oublie ça, je les ferai pas moi-même. C'est correct. On va continuer d'en livrer, mais développer cette compétence-là, c'est essentiel. Puis tu supervises l'adoption aussi, j'imagine. Absolument. Tu regardes certains outputs que ça a donné, puis tu peux corriger ou aider, coacher Absolument. Les personnes en place à s'en servir. Puis le gros frein, c'est la première peur que les gens ont, c'est « je vais-tu perdre ma job ». Ça, c'est ce que j'entends tout le temps. C'est certain. Tu sais, quand on il y a des stats qui viennent de sortir là-dessus, là, puis qui sont récentes, puis c'est le contraire qui se passe en ce moment. Absolument. Depuis l'adoption de l'IA, c'est créé beaucoup plus d'emplois qui s'en est perdu. Là. Dans certains secteurs, ceux qui ont perdu de l'emploi, beaucoup, puis c'est triste, c'est des jeunes programmeurs. Oui, ces gens-là, c'est sûr qu'il y a une partie, mais les gens en entreprise, il s'est créé une grosse demande, puis une augmentation de la productivité, une augmentation du chiffre d'affaires. Fait que oui, on a besoin de plus en plus de gens. Il se crée des nouvelles jobs, des nouvelles fonctions. Puis c'est un nouveau skill set que les gens devraient avoir. Dans leur CV. J'engage des gens là, présentement, puis tous ceux qui me disent j'ai pris une formation chez Ivado, mettons. J'ai pris une formation, c'est quoi un LLM? C'est sûr que tu as un avantage là, sur les autres. Assurément pour être. J'ai un set de skills co-work déjà développé. Exact, pour m'appuyer. Là. Tu veux cette culture-là numérique en entreprise, fait que ça, c'est essentiel. Ça, c'est un fait, hein, je pense, pour le marché de l'emploi. Là, je veux dire, ces chercheurs d'emploi, là, je veux dire, garochez-vous là-dessus. Là. Allez investir dans une formation en IA de base, puis mettez ça dans le CV. Fait que là, tu sais, c'est ce qu'on fait. On fait niveau 1, puis là, on est en train de travailler niveau 2 avec des partenaires avec qui on travaille pour aller une petite coche. Tu sais, déjà là, une couple de mois, on donnait la formation, puis c'était nouveau pour plein de monde, comment prompter. Là, je te dirais que 50% de la salle, quand on redonne cette formation-là, peut-être 30%, mettons, sont déjà ailleurs, là. Ça va tellement vite en IA que là, il faut refaire absolument le 102 puis arriver à un autre niveau pour augmenter la compétence. Fait que ça, c'est essentiel de débuter par ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun dans ce que tu viens de décrire, c'est qu'il y a des gains, il y a des quick wins. Parce que tout l'aspect, puis j'en parlais avec une couple d'invités aussi, là. Quand on parle de transformation numérique, on dirait que les yeux lèvent au ciel, tu dois le vivre souvent, là, dans les 15 dernières années, comme tu dis, en compagnie là, des entreprises là-dedans, où là, on sent que ça va être long. Là, c'est long là, avant qu'il se passe de quoi, avant qu'il y ait un retour sur investissement. On a l'impression, en tant qu'entrepreneur, en tout cas plusieurs que je rencontre, de se mettre la main d'un tordeur puis ça finira jamais. Là, puis est-ce qu'il va y avoir vraiment un retour sur investissement au bout? Alors que là, oui, il y a évidemment, il y a le long projet structurant parce que t'as comme pas le choix. Là. Si tu veux ultimement utiliser l'IA broad, puis
dans sa pleine capacité, il faut que ta donnée soit structurée. Tu en as parlé, il faut que les gens soient formés, la donnée soit structurée. Et aussi qu'il y ait une infrastructure technologique. L'IA ne remplacera pas ton ERP. Là. 100% d'accord avec toi. L'IA ne remplacera pas le ERP. Puis tu sais, en lien avec la première question que tu m'as posée, que les gens en ont peur un peu, puis on entend parler depuis 15 ans des histoires d'horreur d'intégration ERP. Souvent, les gens ont voulu numériser ce qu'ils faisaient dans une technologie, puis ils l'ont vu comme un mal nécessaire. Un peu. Ouais. Puis beaucoup d'implantations de ERP que j'ai visitées où je vois la personne à la comptabilité super heureuse. Mais je regarde le directeur des opérations, le planificateur, celui qui fait l'ordonnancement de production, celui qui fait les achats, c'est moins pire. Mais tout le suivi dans l'usine, eux autres, c'est encore sur Excel. Ils n'ont pas réussi à se rendre jusque-là. Fait que c'est là que c'est important, le changement de culture puis le lean en amont, d'optimiser les process pour après faire la transformation numérique pour que quand on arrive pour informatiser un processus manufacturier, mais toute ta stratégie de tes bill of material, ton génie industriel de base, c'est comment est-ce que tu vas planifier tes jobs, qu'est-ce qui est important, c'est de livrer à temps, de privilégier tel type de client, est-ce que tu veux limiter les coûts, tu veux optimiser tes temps de setup parce que tu as beaucoup de temps pour livrer, toutes ces questions-là de base, si c'est fait avant d'intégrer une technologie, ben au moment de choisir la tech, tu peux t'assurer que ça répond à ton modèle d'affaires. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui en ont acheté, puis tu peux pas acheter un logiciel ERP des fois. Tu sais, c'est un changement de culture des fois dans l'entreprise qu'il faut que tu repenses à ces process-là en amont. Fait, puis un logiciel ERP, c'est oui long, fastidieux, puis trop se ramasse au même niveau, mettons, de productivité, mais avec une technologie au goût du jour. Ouais. Tu sais, qui ne bénéficient pas. Il y a tellement de monde qui disent « OK, j'ai un bon ERP, mais j'utilise 20% de ce qu'il me permet de faire. » Puis ils n'ont pas de projet d'amélioration continue pour aller ailleurs. Fait que c'est long, c'est risqué, ça coûte cher, puis des fois, il n'y a pas beaucoup de gains. Ouais, à part d'être moins à risque avec une vieille technologie qui est en DOS, en AS400 ou qui est plus supportée. Fait que oui, tu es supporté, mais tu n'as pas généré de gains. Ce qui est fou à l'instar de ça avec l'IA, c'est il y a deux grands types de projets, comme je le disais, connaissance, un peu back-office, puis les projets d'IA industrielle, qui est complètement autre chose. Mais des fois, en 2-3 semaines, tu vas avoir un gain. Ouais. Parce que tu peux prendre, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que, mettons que tu as un ERP qui est mal adapté pour l'aspect production ou qui n'a pas juste, qui a pas eu le push de développement suffisant pour arriver à ses fins. Ouais. Tu peux quand même appliquer l'IA sur les secteurs qui ont de la donnée qui est assez structurée, travailler sur la donnée, travailler sur l'humain. Absolument. Puis avoir des quick wins quand même. Fait que tu n'es pas obligé d'attendre que toute la business soit nécessairement all set up. Intégré au complet. Ouais, pour c'est ça. Absolument pas. Ouais. Je le disais tantôt pendant qu'on parlait avant le podcast, que le single source of truth là, de la donnée financière va demeurer le ERP. Ouais. Ta donnée financière, ça va partir d'une soumission, souvent en manufacturier, qui va être transférée en commande, adaptée peut-être ou pas par l'ingénierie, ou est-ce que je vais avoir une recette de fabrication? Ouais. Fait que toute cette donnée-là, avec mon prix, mon costing, faut qu'elle soit traitée, là, puis stockée de manière structurée dans un logiciel ERP pour gérer tes listes de prix, fournisseurs, clients et autres, puis ultimement tes factures pour faire le bilan, tu as des résultats. Mais une fois que tu as ça de structuré, quand on va vouloir aller ordonnancer une production, certains logiciels ERP sont super bons. Puis ils le font, puis des fois c'est extrêmement cher puis complexe à mettre en place. Fait que plein d'entreprises ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas payé le module pour ça, puis le temps de travail. Oui, la donnée du ERP est structurée, puis je vois de plus en plus de logiciels, de compagnies qui se disent on va juste aller chercher les recettes de fabrication de nos commandes en cours, avec les dates de livraison promises, puis rapidement, avec des IA qu'on développe, on va aller simuler 1 million de scénarios. Puis donne-moi comment est-ce que tu veux choisir tes critères, mettons, pondérés, comme je te disais, faut que j'optimise les temps de setup pour réduire les coûts ou faut que je livre vraiment vite telle et telle soumission. Fait que voici en IA le scénario qu'il faudrait faire aujourd'hui considérant tes critères de sélection. Fait que je vois de plus en plus de logiciels qui veulent venir agrémenter cette donnée financière-là en optimisation. Je le vois dans plein de secteurs du logiciel ERP. Puis ça peut venir même, donc ça peut venir
cadrer pratiquement les processus qu'il faut que tu mettes en place puis pousser le développement du dernier module au niveau, ça peut, l'IA dans le fond qui se juxtapose après normalement peut venir aider à déployer puis à structurer le dernier module qui reste à déployer, là, souvent qui est la production. Là. Absolument. C'est ça. Hey, tantôt, puis on achève bientôt, mais c'était super intéressant parce que tu parlais de formation, puis on a tendance à penser que c'est les employés de bureau qu'on forme en... Tu parlais de formation en IA pour sensibiliser tout le monde. Puis tu me donnais un exemple où, pas nécessairement, tu sais, justement, la formation s'étend à pas mal plus que ça. Absolument. Parle-moi donc de ça. Je ne veux pas brûler ton scoop. C'est parfait. Tu sais, souvent, permettent aux gens métiers. Tu sais, souvent, une des premières choses que je fais quand je fais un plan numérique, c'est que je vais cartographier la chaîne de Porter ou la chaîne de valeur en entreprise. Ouais. Chaîne de valeur, souvent dans une usine, ça va varier là, d'un modèle d'affaires à l'autre. Il y a souvent deux choses pour lesquelles est-ce que ton client il est prêt à payer, que tu fais comme activité qui génère de la valeur. Souvent, c'est au niveau des ventes et au niveau de la production. Ceux qui sont dans la production, souvent que ce soit quelqu'un qui opère une presse à injection de plastique, quelqu'un qui fait de la soudure, quelqu'un qui va opérer de la chambre de peinture, c'est ces opérations que lui fait au day-to-day que ton client il est prêt à payer pour. Ça génère de la valeur, OK? Puis souvent, quand on va faire des roadmaps pour savoir c'est quoi les bons projets au niveau de l'IA, par exemple, dans une entreprise, faut pas que ça soit les gestionnaires seulement qui y participent. C'est super important, je pense, de prendre nos leaders, les gens planchers métiers, puis de leur permettre d'aller dans une formation d'IA, de monter le niveau d'awareness ou de connaissance ou de conscience, excuse-moi, de qu'est-ce qui est possible ou pas. Puis ces gens-là retournent travailler après, puis sont comme... Hey, il me semble, moi, mes recettes au niveau de la peinture, il faut toujours que manuellement ou que je refasse des calculs pour calibrer tel rouge en fonction du résultat du test. Il faudrait que je le mette de même. Puis là, il y a eu une formation, puis tu te rends compte que s'il utilisait Claude, puis il y avait une base de connaissances, puis Claude il est génial en mathématiques, il pouvait l'utiliser dans le laboratoire pour balancer ses recettes de production. C'est peut-être ça le bon projet IA. Fait que c'est important, je pense, de former les gens en entreprise qui sont... qui font les choses. Qui sont plus proches de la valeur que le client veut payer. Absolument. Puis qui ont les capacités suivantes. Ils sont passionnés, sont autodidactes, puis ces gens-là veulent contribuer à un objectif qui est plus grand qu'eux-mêmes au travail. Tu sais, quand tu identifies ces employés clés-là dans l'usine, eux autres, ils ont un potentiel de devenir des leaders de l'utilisation de l'IA, puis souvent partir avec un bon premier projet qui est ton modèle, ton projet pilote, mais ça peut faire des petits rapidement par la suite. Fait que faites contribuer vos leaders, même au niveau métier dans l'entreprise, dans une formation IA. Je pense que c'est essentiel, ça. Ça, c'est un quick tip vraiment intéressant parce que... Puis aussi, je pense que c'est vraiment le fun pour ces employés-là de contribuer à ça. Tu sais, je peux juste m'imaginer à quel point ça stimule un peu ta passion métier. Ta fierté aussi au travail. Oui, tout à fait. Tu sais, mais ça rend la job encore plus agréable là, de pouvoir utiliser cette tech-là pour pouvoir améliorer ta job. Là. Probablement sur des tâches qui t'énervent. Tu sais, refaire des recettes de peinture, là, c'est sûrement pas la passion de la personne. C'est ça qui m'est venu en tête, mais il y en a des milliers de tâches comme ça où est-ce que c'est possible. Là, instruction de travail, rebalancement de lignes de production. Limite, si tu voyais, Simon, le nombre de fichiers Excel que je vois encore dans les usines, c'est correct, Excel, au début, peut-être, pour comprendre c'est quoi la mécanique qu'il faut que ça fasse. Mais maintenant, tu peux arriver maintenant rapidement en 2026 avec le même genre de mécanique beaucoup plus performante et efficace qui ne demande pas de manuellement colorier des cases dans Excel puis les tasser et ainsi de suite. Fait qu'on est complètement ailleurs. C'est une belle révolution, honnêtement. Hey, c'est super le fun, puis je pense qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Plein de choses qu'on n'a pas abordées. Mais écoute, merci beaucoup, Nicolas. Tu sais, je pense que ça dresse un portrait, puis tu sais, je trouve qu'il y a un côté optimiste de dire qu'il y a des gains à court terme à aller faire. Pas juste le big plan, mais évidemment, ça prend un big picture aussi. Mais ton big picture commence par des premiers quick wins. Tu sais, dernier point, là, souvent, Simon, tu vas prioriser tes projets d'IA avec deux axes. Un, l'effort à mettre, puis l'autre, le retour sur l'investissement. Choisis pas tes projets que tu as le plus
de retour sur l'investissement tout de suite, choisis tes projets que tu as le moins d'efforts possible pour créer l'effet d'entraînement puis que les gens en veulent plus tranquillement, pas vite. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que je pense que quand on constate là, qu'on vient de gagner même 1 heure par semaine sur un truc qui a pris 1h30 à produire. Prends ce temps-là puis attaque la prochaine tâche. C'est là qu'on se donne du momentum. Puis qu'on augmente notre productivité, c'est ce dont on a le plus de besoin. Écoute, je te laisse en te disant que d'après moi, là, 2026-2027, c'est l'année du retour du lean au Québec. Puis de l'augmentation de la productivité. Oui, l'IA va être là en trame de fond tout le temps, puis il va en avoir, puis on va le voir. Mais le retour à la productivité, puis au principe de base du lean, je sens que les entreprises vont vouloir réinvestir là-dedans. Oui, parce que c'est une base de... C'est la première fondation. C'est la fondation, effectivement. Je le vois, fait que ça, c'est ma prédiction mettons, pour 2026. C'est encore là, on le prend, puis on a fait un punchline. Yes, j'aime ça. Écoute, merci beaucoup, ça me fait plaisir, Simon. Merci beaucoup. Comme vous savez, on a une checklist à chaque épisode qui reprend les points essentiels, les points importants, les mentions aussi, soit d'outils ou d'événements, ou de technologie, ou peu importe, ou de méthodologie. On résume tout ça. Évidemment, on va donner aussi les coordonnées pour être capable de rejoindre Nicolas chez GLM aussi et à la Chaise Bleue. Puis comme vous savez, pour bénéficier de cette belle checklist-là, il faut s'abonner à notre infolette sur notre site internet ou via LinkedIn.